Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de toutes les choses que j'aurais aimé qu'on me dise ou que je sache en devenant adulte ou avant de devenir adulte, qu'on me prévienne qu'il y a un petit guide, qu'on te dise il faut faire ça en fait parce que personne ne va te le dire et que tu ne vas pas le deviner tout seul. Donc voilà, c'est la liste de toutes ces petites choses qui est très exhaustive, hein, très clairement, il y a vraiment pas tout et sans doute qu'il y a plein de choses que j'aurais envie de rajouter ensuite, peut-être que je ferai une version 2, je ne sais pas, mais on est parti. Premièrement, quand vous êtes majeur, faites un compte sur Amélie. Voilà, le site, vous savez le site pour les remboursements de la sécurité sociale. Le site en fait où quand tu te connectes et que tu te crées un compte avec ton petit numéro de carte vitale, et ben en fait tu as accès en live à où en sont tes remboursements et qui tu as consulté en praticien plutôt que de devoir juste checker tes comptes régulièrement pour vérifier par rapport à ta banque si t'as été remboursé de la sécu, de la mutuelle, de quel praticien, à quelle date et tout, un enfer. Alors qu'en fait il suffit juste de se créer un compte sur Amélie, c'est hyper simple et comme ça tu as accès à tout. Moi quand j'ai dit ça à mon père en mode j'ai découvert en fait qu'il fallait que je fasse un compte sur Amélie et que c'était archi pratique, il m'a dit bah oui c'est hyper important, pourquoi tu savais pas? Bah papa si tu me l'as jamais dit je ne vais pas le deviner en fait, ou alors tu pensais que maman me l'aurait dit mais qu'est-ce que tu veux qu'elle en sache, enfin à un moment dis les choses, je ne sais pas. Bref, pareil dans le même genre, toutes les démarches administratives. Quand est-ce que tu dois demander des aides, quand est-ce que tu dois contacter la CAF, qui est-ce que tu appelles quand tu as un problème, etc. Déjà gérer ma banque, il a fallu du temps pour que j'apprenne et tout. Et je remercie mon conseiller qui m'aide beaucoup et qui peut répondre à mes questions en général. Comment on remplit les impôts, comment tu décryptes une fiche d'impôt quand tu la lis et tout, qu'est-ce que ça veut dire quoi. Moi j'aurais aimé qu'on me dise, j'aurais vraiment aimé savoir. Puis surtout, il y a des moments où il y a des trucs que j'ai demandé à mes parents ou autres, et soit j'ai pas eu la bonne réponse, soit eux-mêmes étaient perdus, soit t'es en mode ok bah j'ai pas très confiance quoi. Donc bon, il y a une année mes parents ont oublié de m'inscrire sur leur fiche d'impôt, je vous dis pas le délire après pour refaire modifier, pour faire une lettre comme quoi oui je suis bien rattachée, je demande rattachement à la fiche d'imposition de mes parents, hein, quand t'as peut-être 24 ans, 23 ans et qu'en fait ils t'ont oublié sur leur fiche, t'es en mode pourquoi. Bref, se déplacer aux impôts, prendre rendez-vous, un délire. Donc récemment j'ai commandé un livre sur Amazon, j'aurais dû le recevoir mais ça fait 2-3 fois qu'ils repoussent la livraison parce qu'en fait le livre sera neuf parce qu'il va sortir de la maison d'édition et qu'en fait ils ont repoussé la sortie du livre. Donc je l'attends toujours mais il doit arriver normalement à mes retours de vacances en août. Donc je verrai bien mais j'aurai un petit livre de guide pratique des démarches administratives. Je vous mets la référence juste ici, auquel cas ça vous intéresse. Il y a le lien dans la description. Voilà, il n'est pas encore sorti, je vous dirai s'il est bien mais il avait l'air d'avoir un nombre de pages suffisant, d'être d'un éditeur et vraiment il avait l'air assez complet donc je verrai bien mais de toute façon vu d'où je pars ça me sera toujours utile. J'aurais aimé qu'on m'explique plus en détail le concept de quand tu travailles, tu cumules un CPF, c'est-à-dire c'est un compte professionnel de formation pour lequel en fait tu cotises quand tu travailles automatiquement. Donc quand tu travailles, que tu es salarié, même en mi-temps, même en quart-temps, tout ce que tu veux et tout, tu cumules et tu cotises pour avoir de l'argent que tu pourras utiliser pour payer des formations. Donc soit des formations universitaires ou quoi, soit genre le permis de conduire par exemple, ou plein de trucs comme ça. Et j'ai travaillé il y a 2-3 ans, je sais plus, et je n'avais jamais créé un compte sur le site internet de mon compte formation, mon compte pro formation, je sais plus. Je vous mets le lien dans la description si jamais ça vous intéresse, chose importante. Et vraiment, quand j'ai découvert qu'il y avait ce compte et qu'en fait je me suis connectée, que j'ai mis mes identifiants, que je me suis créé mon truc et que j'ai vu que j'avais genre, je crois peut-être 300 balles déjà de cotiser à utiliser pour une formation, notamment le permis de conduire, j'étais en mode oh wait, c'est bien de le savoir en fait, c'est cool. Plus là-bas, du coup je repars en alternance avec un contrat, donc je vais de nouveau recumuler, donc je suis en mode hey, intéressant. Donc voilà, c'est bon à savoir. Et ouais, c'est toujours bien de découvrir à un endroit qu'on a un peu d'argent pour certains trucs. Donc voilà, je préfère vous le dire. Créez votre compte sur CPF, vous cherchez CPF sur Google, vous allez tomber sur le site, au pire il est dans la description. Et vous aurez peut-être de bonnes surprises. Ensuite, chose que j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé qu'on me pousse plutôt à passer le permis de conduire. Voilà, parce que je le traîne depuis des années. Chaque fois, je dis je vais le faire et tout, c'est important, c'est vrai, je compte le passer. Et je ne m'y mets pas parce qu'on n'a jamais le temps en études supérieures, on taffe entre midi et 2, des fois on taffe à côté de ses études, des fois on taffe l'été, ou alors mes parents qui voulaient partir en vacances, bah t'es en mode bah tu vas pas taffer l'été ou voilà. Puis genre, comme on m'a jamais inscrit en mode bah ça te dit viens on t'inscrit, on y va, tu vois. Même si on m'avait dit bah on te payera le permis quand tu voudras le passer, mais je sais pas en fait,
fait, pousse-moi à le faire ou pose-moi des questions ou dis-moi genre quand est-ce que tu veux le faire, quand est-ce que tu veux le passer, est-ce que bah viens on va t'inscrire en auto-école ou je sais pas, tu vois, il y a un moment ils ont essayé de me pousser un peu plus, ils ont vu que j'avais une petite détermination, ils se sont dit ah il y a une ouverture, ils m'ont offert 2 livres pour réviser le code de la route, mais sans accompagnement, sans rien, c'est compliqué. Donc au final bah j'attends toujours, non c'est faux parce que je me suis inscrite sur un site grâce à Lénia Situation qui a fait un code promo avec le site Stitch qui du coup est une auto-école, qui a des auto-écoles physiques dans ma ville en plus, donc c'est hyper pratique. Donc pour le moment j'ai pris un abonnement annuel où j'ai juste payé, genre il y avait un code promo donc j'ai payé que 10 € pour avoir accès aux formations, aux fiches, aux QCM et aux vidéos de formation sur tout ce qui est code de la route et sécurité routière. Et comme ça bah je pense que je passerai quand je me sentirai prête le code de la le code de la route avec la poste directement parce que c'est le truc le moins cher au monde. Et quand je me sentirai prête, que j'aurai fait la surprise de mes parents de hey j'ai eu le code, surprise, bienvenue, et que je verrai avec eux pour m'inscrire en auto-école, j'essaierai de m'inscrire en auto-école du coup la même pour avoir le suivi de mon dossier, puis plus je les connais du coup j'ai assez confiance et ouais finalement m'y mettre. Mais pour le moment je ne leur en parle pas, c'est un secret entre vous et moi sur YouTube et tout plein de gens. Bref, il y a mes amis qui sont au courant et tout, mais j'ai pas dit à ma famille que je révisais le code de la route pour pouvoir pas avoir la pression familiale, pas qu'ils me disent en permanence de alors t'avances machin et tout, alors qu'en fait il y a plein d'autres trucs à gérer aussi, soyons honnêtes, entre le M2, le contrat et le concours, voilà, faut se calmer aussi. Mais voilà, j'aurais aimé qu'on me pousse plus jeune, qu'on me propose la conduite accompagnée avant les 18 ans, tu vois, voilà. Enfin voilà, que des trucs comme ça. Pensez-y pour vos enfants, pour plus tard, pour vos frères et sœurs, ça peut être intéressant. Autre chose que j'aurais aimé qu'on me dise et qu'on m'apprenne, c'est que quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte, jusqu'à avant ma dépression, donc à 23-24 ans, je n'étais pas grosse. J'aurais aimé qu'on me dise que je n'étais pas grosse parce que dans une famille qui a des tendances grossophobes, qui eux-mêmes ont un passif compliqué et tout, on m'a toujours fait penser et laissé croire que j'étais grosse, qu'il fallait que je fasse attention, etc. Alors que j'avais un poids normal, que j'avais une shape normale, que j'étais mince. Oui, j'avais des boobs et de la poitrine, mais à part ça, vraiment, il y avait il y avait pas de débat. Et j'étais absolument dans la norme, sauf que on m'a laissé croire que j'étais grosse, on m'a fait croire que j'étais grosse, on a encouragé ça, ce qui n'a pas aidé mes TCA, ce qui n'a pas aidé mon rapport à mon corps et le fait que je n'étais du coup plus du tout objective. Et quand je suis devenue grosse avec les traitements, la dépression, les médicaments, les hormones, l'âge, etc. Là, maintenant, j'ai pris assez de recul et assez d'accompagnement psychiatrique, psychologique, diététique pour avoir assez de recul maintenant pour me dire je vois les photos et je sais qu'à l'époque je me trouvais grosse et que j'étais mal dans ma peau. Je sais que maintenant je ne l'étais pas, que c'était normal, que c'est ok d'avoir cette shape et c'est pour ça que j'arrive de nouveau à être un peu plus dans une démarche positive envers moi-même où je me juge moins, où je suis plus indulgente, où même si je suis en surpoids, c'est ok de faire des écarts de temps en temps parce que je vais régler ça et je vais prendre en main les choses. C'est-à-dire que là, je reprends un suivi diététique, j'ai prévu de retourner à la salle de sport, de me réinscrire, voilà, j'essaie de faire des efforts sur la marche au quotidien et du coup j'essaie de remplir les anneaux sur l'Apple Watch pour m'aider dans ce premier pas, genre reprendre une activité physique. Plus c'est vrai qu'en sortie de confinement où on télétravaillait tous et tout, ça a été compliqué au final de garder une forme physique pour moi et visiblement le sport à la maison c'est pas fait pour moi, très clairement, ça n'a jamais tenu, ça n'a jamais marché, alors qu'à la salle j'ai réussi à y aller 3 mois de suite en y allant 2 à 3 fois par semaine et en étant heureuse, contente et tout. Donc vraiment il faut que je reprenne juste ce qui marche pour moi et me faire une raison. J'aurais aimé qu'on m'aide à être objectif sur mon corps et que les gens arrêtent de dire à des gamines, à des enfants, à des ados, à des pré-ados, à des jeunes adultes leur avis sur leur corps et leur shape parce que ferme ta gueule en fait, juste ferme ta gueule. Personne n'a son mot à dire, même si c'est ta famille, même si c'est ta sœur ou autre, tu n'as pas à dire genre ah t'es grosse, tu devrais faire attention. Non, tu devrais plutôt te dire je trouve que t'as peut-être pris du poids et tu vas pas te permettre de dire ça à n'importe qui, tu vois. Moi j'irais plus dans éventuellement si c'est ta sœur, et du coup si tu vois que ta sœur elle prend du poids, demande-toi pourquoi, de genre est-ce que hormonalement ça va, est-ce que t'as des problèmes psychologiques, est-ce que t'as besoin de parler, et essayer de comprendre en fait le pourquoi plutôt que de juste juger le résultat en mode ah t'as grossi ou en mode tu devrais faire attention, comme si ça aidait qui que ce soit de dire tu devrais faire attention à quoi, comment, machin. Surtout que moi on m'a dit ça quand j'étais enfant, ado, je devrais faire attention mais je suis chez mes parents, c'est toi qui me fais à manger, c'est toi qui gères mon alimentation au final, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus quoi, enfin. Et du coup en rapport avec ça,
chose que j'aurais aimé qu'on me dise. Parce que vraiment, il y a plein de gens, on a l'impression qu'ils font pas de sport. Ils sont fins. Alors il y a des gens, on va pas se mentir, qui sont fins, qui sont minces et qui ne font pas de sport. Vraiment. Et qui restent minces et qui mangent n'importe quoi mais qui restent minces. Mais ce n'est pas une majorité. Et il y a plein de gens de mon entourage que j'avais l'impression, parce qu'ils n'en parlaient pas, ne faisaient pas de sport, n'étaient pas sportifs, et je les voyais faire des écarts de temps en temps et ne jamais grossir, et je me disais, putain, pourquoi moi je peux pas faire ça? Pourquoi chez moi ça marche pas? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que juste mon corps il est fait pour être gros et juste genre je sais pas, il y a un problème chez moi? Alors qu'en fait, avec le temps et en étant adulte et parce que les gens en parlent plus ou parce qu'on notifie certains trucs, en fait même il y a plein de gens qui n'en parlent pas mais qui font du sport, et même s'ils vont pas à la salle H24, ils vont quand même faire des trucs, ils vont faire de la randonnée, ils vont faire plein de petites activités où on n'a pas l'impression, voilà, qui en fait sont physiques et qui aident énormément, voilà. Donc que vous soyez mince, gros ou quoi, moi j'aurais aimé qu'on m'encourage à garder une activité physique plus régulière, et voilà, parce que ça aide à se sentir bien dans sa peau, à gérer sa frustration, à gérer sa colère, à gérer ses émotions, et à rester en forme en étant assez musclé, et voilà, tout simplement, à rester en bonne santé. Parce que on peut être gros et en bonne santé, voilà, on n'est pas tous égaux face à la génétique. Il y a des gens, ils fument comme des pompiers toute leur vie et ils ne feront jamais un cancer du poumon. Il y a des gens, ils ne fument jamais et ils finissent à l'hosto pour un cancer du poumon, et c'est très injuste, on est bien d'accord, parce qu'il y a des facteurs qui aggravent, etc. Mais on n'est pas tous égaux face à la génétique, et pour rester en bonne santé, mieux vaut faire un minimum d'activité physique sportive, et voilà, même si on est mince, on peut être en très mauvaise santé et en très mauvaise forme, même si visuellement ça va pas le voir et que dans notre société un peu anti-gros, genre on va pas juger ces gens, alors que quand tu vois quelqu'un de gros qui prend un dessert ou qui se resserre ou qui va prendre une mousse au chocolat après un entrée et un plat, on va être en mode genre inconsciemment il y a plein de gens qui vont se dire il se permet ça, genre il devrait pas, ou de juger ça, alors que si ça se trouve en fait il est gros mais genre il fait du sport H24 et t'as pas à juger ce qu'il mange, en fait il se gère tout seul, et il y a plein de gens aussi qui sont en mode machin il est gros. Non mais croyez pas qu'on devient mince en 2 jours, en fait c'est pas en faisant du sport de ouf, c'est tout un travail de maigrir et diététiquement de se remettre en question sur son alimentation, sur sa pratique de sport, sur peut-être c'est hormonal, peut-être aussi il y a des maladies qui font que moi j'aurais jamais pu maigrir en étant encore en dépression, parce que les médicaments faisaient que médicaments dont j'avais besoin pour survivre. Donc il n'y a pas de choix en fait. Et oui, maigrir ça se fait pas en 3 jours, et il y a des gens qui vont vous faire des pertes de poids massives et perdre genre même pas 5-10 kilos en 1 mois, 2 mois, et on va être en mode c'est magique. Mais soyez bien réalistes sur le fait que perdre autant de poids aussi vite, ce n'est pas sain. Ce n'est pas sain pour le corps, il y a un gros risque de rebond de yo-yo derrière, et changer drastiquement, faire un régime pour au final atteindre l'objectif et se dire c'est bon, j'atteins mon objectif, je peux remanger normalement, oui tu vas reprendre en fait. Donc maigrir ça se fait à long terme, ça ne se fait pas n'importe comment. Donc voilà, arrêtez de juger les gens sur leur poids, sur ce qu'ils mangent, etc. Ce n'est pas votre problème. Tout simplement, ce n'est pas votre problème. Autre chose que j'aurais aimé qu'on me dise, peut-être avec plus d'insistance, parce que honnêtement j'ai été aussi assez têtue et c'était compliqué, j'aurais aimé qu'on me dise que c'est ok de se réorienter en fait. Peu importe ton contexte familial, même si tout ton entourage va être jugeant ou va être en mode oui mais tu fais une connerie, ou en mode d'accord ok tu nous fais chier, ou genre c'est coûteux, ou peu importe. Se réorienter c'est essentiel, parce que si vous n'êtes pas heureux quelque part, si c'est difficile pour vous d'avoir ne serait-ce que 10, 12, que vous avez l'impression que vous galérez à avoir une note que les autres ils ont facilement, que vous vous sentez pas à votre place, que vous vous sentez pas heureux et tout, réorientez-vous. Vraiment, il y a plein d'autres filières, il y a 40 000 métiers au monde, il y a plein de choses qui sont possibles, et tout le monde a le droit de se tromper en fait. C'est déjà parce qu'on est vraiment pas objectif quand on s'oriente la première fois au lycée, parce que ça dépend de nos notes, ça dépend beaucoup des parents en fait qui mettent une pression aux enfants de oui voilà, ne serait-ce que pour le choix de filière. Quand nous on choisissait entre S et LES, il y a des filières qu'on voulait faire et nos parents, comme c'était mal vu, bien vu et tout, ils nous orientaient ailleurs dans des trucs qui nous correspondent au final pas. Et il y a un moment faut prendre son envol et se dire de peu importe la vie de nos parents, si je sais que ce n'est pas ma place, se dire de ok j'ai le droit d'aller ailleurs, de tenter d'autres choses, même si vous avez besoin de 3-4 filières différentes pour trouver la bonne, c'est ok, on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous la même chance de trouver très vite ce qu'on veut faire, et c'est ok tout simplement. Il y a plein de choses qui existent pour se réorienter, il y a plein de gens qui font des reprises d'études à 40-50 ans, qui changent de métier, c'est ok. Moi-même quand j'ai commencé
commencé à travailler dans des petits tafs, je me suis rendu compte que j'aurais aimé faire boulangère. Pourtant, quand j'ai dit au lycée que j'envisageais de faire un CAP, je sais plus, pâtisserie ou de faire une école de cuisine ou autre, tout le monde m'a dit vraiment mais genre ça va ou autre, parce que comme je ne cuisinais pas chez mes parents parce qu'on m'a jamais demandé et je me sentais pas à l'aise de cuisiner à un endroit où ce n'est pas vraiment chez moi ou autre, c'est pas mon rangement, c'est pas comme je veux et tout. Dans la tête de tout le monde, je n'aimais pas la cuisine. Quand j'ai émis cette idée, tout le monde était en mode mais ça va pas, t'es malade, t'es en dépression et tout. Donc forcément, je me suis pas dit de ok, il m'encourage pas, donc je vais abandonner l'idée, c'est que ça doit pas être fait pour moi, parce que on se laisse influencer par notre entourage aussi, surtout à cet âge-là. Alors qu'en vrai, maintenant, je me rends compte de être boulangère, j'aurais adoré ça. Être pâtissière, j'aurais adoré ça. Travailler en chocolaterie, j'aurais vraiment adoré ça. Ce n'est pas ce que je fais, ça me va parce que maintenant j'ai aussi trouvé un métier qui me convient, qui me plaît de ouf, et voilà. J'aurais pu travailler en boutique de loisirs créatifs, j'aurais pu travailler dans la communication, j'aurais aimé faire coach de vie, j'aurais aimé plein de choses, et il y a sans doute plein de métiers dans lesquels j'aurais été bien, et peut-être mieux, j'en sais rien, mais je suis bien où je suis. Mais voilà, il y a jamais qu'une seule voie qui nous correspond, donc voilà, c'est pas une fatalité. Donc voilà, s'épanouir dans les études ou juste les quitter ou en changer tout simplement. Et avoir un plan B, c'est aussi très rassurant. Moi je sais que j'étais énormément angoissée dans les partiels quand j'avais plus le droit de redoubler parce que j'étais en dépression, parce qu'il y a un nombre d'inscriptions maximum à la fac, etc. malgré les problèmes de santé. Fallait faire des demandes de dérogation, on n'avait jamais de certitude de si ça allait être accepté. Il y avait beaucoup de stress généré à cause de ça. La psychiatre m'avait donné ce conseil de trouvez-vous un plan B. Si vraiment vous étiez viré de la fac, si vraiment du jour au lendemain vous arrêtiez, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité? Et toujours avoir en tête d'autres possibilités de réorientation, même si on est bien là où on est, c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'on se dit même si ce plan tombe à l'eau, il y a toujours un plan B quelque part qui me conviendra, plutôt que de garder sur ce stress de oh, si j'y arrive pas, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, c'est la panique. Moi ça m'a beaucoup aidé à gérer mon stress, de au fur et à mesure accepter l'idée et de chercher des plans B, même si ce n'est pas le projet. Avoir un point de chute, ça aide beaucoup à être rassuré. Donc voilà, j'ai quand même parlé de beaucoup de choses. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez, vraiment dites-moi. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voudriez savoir. Enfin, qu'est-ce que vous voudriez savoir, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise plus tôt, plus jeune, etc. etc. Qu'est-ce qu'on vous a pas dit et qui vous a manqué tout simplement. Parce que ça m'intéresse, parce que peut-être j'y ai pas encore pensé et que ça me manque ou je ne sais pas, voilà. C'est toujours intéressant. Voilà, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous, ciao ciao.